Bonjour, je vais vous parler de la mémoire. Vous avez peut-être été interpellé par le titre de ce post, hein, vider la mémoire cache ou réinitialiser la mémoire cache qui est tout droit de sortie de l'informatique. Eh bien, c'est une analogie que je vais utiliser pour essayer de mieux faire comprendre un point de vue qui est souvent mal compris et qui est assez particulier par rapport aux enseignements des grands hommes ou des grands personnages ou des maîtres, si vous acceptez cette terminologie, qu'ont été Sri Aurobindo, Rudolf Steiner, ou peut-être plus récemment Bernard de Montréal. Alors, ça peut être un point de vue assez curieux, mais ces maîtres propose de vider la mémoire, d'effacer la mémoire. Et bien sûr, il ne s'agit pas de notre mémoire ordinaire, sans cela nous ne pourrions pas vivre tout simplement, ou en tout cas avoir une vie sociale, une vie dite normale, sans mémoire. Alors de quoi s'agit-il exactement? C'est ce que nous allons voir ensemble. Je m'appelle Roland Perret, je tiens à rappeler que je suis un libre penseur, un libre chercheur, que je me base sur mes propres vécus, mes propres réalisations, si je peux me permettre ce terme, qui m'ont permis de peut-être de comprendre, en tout cas à ma manière, bien sûr, les propos des maîtres. Si vous ne vous sentez pas en accord avec mes propos, vous êtes complètement libre, n'est-ce pas, de les laisser de côté. Si par contre vous êtes intéressé par ce qu'on peut appeler une recherche du vrai, une recherche de la vérité, et comment accéder à un nouveau plan de conscience qui pourrait sortir l'humanité actuelle de l'ornière dans laquelle elle se trouve, eh bien, vous êtes à la bonne place. Alors voilà, prenons notre analogie de vider la mémoire cache. Alors bon, cette expression est familière pour un certain nombre d'entre vous qui ont été confrontés à des dysfonctionnements de leur ordinateur, par exemple, et qui ont été confrontés à cette notion que l'on retrouve dans les conseils, parfois dans les modes d'emploi, hein, oui, ou alors les conseils d'informaticiens qui vous diront de vider ou de réinitialiser la mémoire cache. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, hein, qui n'ont pas eu affaire à ce type de problème ou n'ont pas cherché à le résoudre, eh bien c'est tout simplement parfois un ordinateur subit des ralentissements, il a des bugs, euh, les applications ont tendance à ralentir. Bref, la machine ne tourne pas rond et c'est à ce moment-là qu'on vide la mémoire cache. La mémoire cache, c'est quoi? C'est un ensemble de données qui s'accumulent dans l'ordinateur. Alors c'est par exemple, c'est des mots de passe, c'est des petites fonctions qui permettent d'accéder plus facilement à des résultats. Et normalement, devrait même permettre une plus grande rapidité au fonctionnement de la machine. Or, ces éléments s'accumulent avec le temps. Ils s'accumulent et au lieu, à ce moment-là, d'accélérer le fonctionnement, bah, ils encombrent le système. Et donc, il s'agit de les vider. Donc, c'est une opération très simple. On vide la mémoire cache et c'est à ce moment-là, on retrouve, la plupart du temps, quand c'était le problème, bien sûr, on retrouve comme un ordinateur tout neuf, hein, qui fonctionne en tout cas bien mieux qu'avant. Alors, pour la petite histoire, je trouve ça amusant. La mémoire cache, ça nous vient de l'anglais, mais c'est de l'anglais qui vient du français. En fait, c'est la mémoire cachée, tout simplement, hein. Et jusqu'en 1965, cette mémoire, et là c'est très intéressant, on l'appelait la slave memory, la mémoire esclave.
Et vous allez voir que ce terme de mémoire esclave est tout à fait approprié par rapport à la mémoire dont on va parler. Alors, finalement, de quoi s'agit-il? Les maîtres, je vais vous le démontrer un peu plus loin dans cet exposé avec des citations, comme vous avez peut-être l'habitude de me voir faire ces derniers temps, si vous suivez mes posts, c'est-à-dire des citations qui viennent appuyer, concourir, démontrer, éclairer d'une autre manière les propos. De quelle mémoire s'agit-il? Si nous n'avions plus de mémoire, ben, par exemple, nous ne pourrions plus marcher, nous ne saurions plus parler, ben, nous serions sacrément handicapés, n'est-ce pas? Sans mémoire, notre vie devient impossible, quoi. Ça devient une vie végétative, voilà. Donc, il ne s'agit pas de cette mémoire-là, qui est comme une mémoire de fonctionnement, qui est une mémoire qui est inscrite profondément en nous, comme par exemple, on a appris à écrire, on a oublié la manière de temps d'apprentissage, et cette mémoire de l'écriture nous permet d'écrire maintenant tout à fait de manière fluide, c'est parfaitement intégré. Donc il ne s'agit pas de cette mémoire-là. Il s'agit beaucoup plus de ce on pourrait l'appeler une mémoire astrale ou une mémoire inférieure. C'est même le terme de certains maîtres, notamment de Rudolf Steiner, la mémoire inférieure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mémoire inférieure? Eh bien, c'est tout simplement lorsque on veut résoudre quelque chose, on veut s'exprimer, on veut énoncer un raisonnement ou une réponse, par exemple, à une question, eh bien, habituellement, on va chercher en soi, ben, dans notre mémoire, les éléments mémoriels de nos lectures, des choses qu'on a pu aussi voir, donc entendre, et on va puiser dans cette réserve pour aller exprimer une forme de connaissance, mais on comprend bien qu'elle est limitée, cette connaissance, hein. C'est-à-dire qu'on a à l'épuiser un peu par-ci, un peu par-là, suivant nos expériences. Alors on n'a que ça, hein, on n'a que notre expérience, hein, et on va exprimer, par exemple, voilà, notre opinion ou un raisonnement, où on va répondre en suivant les propositions, les indications de notre mémoire. Or, si nous parlons de développement de l'homme, si nous parlons d'un passage à un homme nouveau, si nous parlons, comme Bernard de Montréal, d'un passage à la sixième race, si nous parlons d'une évolution réelle qui nous permettrait à nous, les humains, de réellement résoudre nos problèmes planétaires, eh bien, si c'est notre objectif, il s'agit de brûler, de vider cette mémoire. Nous allons voir ensemble comment ça peut se faire. Ben, je vais commencer par citer certains de ces auteurs. Je vais commencer par Bernard de Montréal. Alors, lui, il nous dit: l'âme est une vaste mémoire qui regroupe la somme totale des expériences vécues au cours de son développement. C'est ce qu'on vient de dire. Le rôle de l'âme est d'entraver l'ego par le biais de la mémoire qui définit son caractère. Le rôle de l'âme est d'entraver l'ego. Là, on voit déjà qu'il y a une forme de perverse, hein, du rôle de l'âme. C'est tout à fait particulier dans le vocabulaire aussi de Bernard de Montréal, où par l'âme, il faut comprendre un ensemble de forces, ben, des forces astrales, des forces liées notamment aux émotions, liées aussi aux entités, euh, quelles qu'elles soient,
que ce soit des entités défuntes ou des entités intrinsèques à ce plan, eh bien, il y a une volonté d'entraver l'ego, le je suis de l'homme, par le biais de la mémoire. Et cette mémoire, n'est-ce pas, qui définit son caractère. Notre caractère, notre personnalité est définie par cette mémoire. Et c'est justement ce qui nous bloque, nous le verrons ensuite, dans notre besoin ou désir d'évolution. Une autre citation, brûler la mémoire de l'âme, ça ne veut pas dire éliminer la mémoire. Oui, c'est aussi ce qu'on a dit, parce que si on élimine la mémoire, ben, il y a un vrai problème, on ne peut plus vivre. Hein. Brûler la mémoire de l'âme, ça veut dire neutraliser les pensées qui la mettent en vibration. Alors, quelles sont les pensées qui nous mettent en vibration? Ce sont des pensées qui sont liées à l'émotionnel. Des pensées donc on a ces résidus mémoriels qui, quelque part, entraînent une mouvance émotionnelle, un mouvement émotionnel, et qui vont, comment dire, qui nous emmènent dans l'erreur. Ah, pourquoi ça nous emmène dans l'erreur? On développera ça plus tard. L'intelligence qu'on appelle de l'intelligence créative, c'est un processus, c'est une énergie qui détruit la mémoire. Alors là, c'est dit clairement. L'énergie supramentale, l'énergie au-delà du mental, que Bernard de Montréal appelle l'intelligence, implique un processus, un mouvement donc énergétique. Il dit même que l'intelligence elle-même est cette énergie qui détruit la mémoire. Parce qu'elle ne peut pas s'instaurer en l'homme si la coupe est pleine, si l'être est rempli d'éléments mémoriels, surtout auxquels il s'identifie. Une autre citation. La mémoire qu'il aura, donc dans le futur, s'il se réalise, sera mémoire créative qui sera le produit de l'activation de cette énergie sur son cerveau, au lieu que cette mémoire soit le produit de la réflexion. Donc là, nous voyons que nous avons une mémoire qui est le produit de la réflexion, hein, réflexion au sens de réfléchir, aussi au sens de mémoire, c'est-à-dire que notre personnalité, notre microcosme, là, notre bulle est remplie de ce que nous sommes déjà au point de vue mémoriel. Et c'est comme si ce que nous sommes dedans se réfléchit, on pourrait dire sur la paroi, je dirais, de cette bulle, et nous sommes donc quelque part emprisonnés dans une vision tout à fait relative, tout à fait subjective de la vie, de notre compréhension de la vie. Donc nous sommes coupés d'un savoir réel. Et donc la mémoire qu'il aura sera créative si l'activation, ces énergies s'activent sur son cerveau. Et donc à ce moment-là, il y a une modification importante, c'est-à-dire que les contenus qui seront exprimés ne seront plus les contenus de la mémoire, mais seront un contenu créatif, vivant, l'expression directe de l'intelligence. Un homme qui a une conscience totale, qui a une conscience télépathique avec les plans, n'a plus de mémoire. Un homme qui a une conscience totale, conscience télépathique, par télépathie, il entend comment dire, directe, une conscience qui ne passe pas par justement la réflexion. Il n'a plus besoin de mémoire. C'est absolument ridicule d'avoir de la mémoire. Alors là, c'est extraordinaire comme affirmation. Ça, c'est du Bernard de Montréal pur jus, quoi. Hein. C'est-à-dire que le fait de trouver ridicule qu'on ait de la mémoire, alors que dans notre société, on met cette mémoire en avant, on met notre mémoire sur un piédestal. Sous certains aspects, c'est important, très important, c'est un outil, la mémoire. Mais si on parle de développement profond de l'individu, et par rapport à un être qui aura dépassé cette mémoire, qui accède au savoir directement sans avoir à puiser dans cette, euh, dans cette mémoire
euh, cachée dans cette mémoire, comment est-ce que nous disions tout à l'heure, cette mémoire esclave, hein. Donc l'homme est esclave de sa mémoire, et c'est là que c'est ridicule. Donc esclave de cette mémoire euh, euh, conditionnée. Donc je trouve intéressant ces citations parce qu'elles nous éclairent, n'est-ce pas, sous différents aspects de cette problématique. Donc là, nous voyons que pour Bernard de Montréal, pour résumer, c'est un des pivots de ces instructions, comme il appelle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à la mémoire de l'homme, quelque chose à dépasser, et une mémoire à, à vider, une mémoire à réinitialiser, on pourrait dire. Alors si nous prenons Rudolf Steiner, vous verrez, lui aussi parle très clairement de cet acte important qui est cette éradication d'une certaine mémoire. Alors, Rudolf Steiner, l'homme ne devient conscient de son véritable moi dans le monde spirituel que lorsqu'il efface en lui-même les souvenirs de tout ce qu'il est capable d'éprouver par sa pensée, son sentiment et sa volonté. C'est là qu'on voit qu'il parle vraiment, hein, de souvenirs de la pensée, donc des souvenirs de concept, des souvenirs du sentiment, donc des souvenirs émotionnels, et les souvenirs de sa volonté, hein, de ce qui a été mis en action. Et il ne peut donc l'homme ne devenir véritablement conscient que s'il efface en lui ses souvenirs. Il doit être capable de détruire le voile de la mémoire. N'est-ce pas? Là, nous retrouvons des notions que nous avons déjà développées dans d'autres postes. On parlait du périsprit notamment. Je vous renvoie à à ce poste, à cette vidéo. Donc, détruire le voile de la mémoire qui enveloppe l'homme à chaque instant de sa vie. Et bien sûr, c'est tout le temps là. Le candidat reçoit alors ce qu'on appelle symboliquement le breuvage de l'oubli. Là, nous sommes dans un langage plus poétique, hein, on pourrait dire. Le breuvage de l'oubli, il ne s'agit pas pour le candidat, on ne parle pas, c'est pas un rituel avec des bougies et puis le candidat va lui faire boire quelque chose où il va perdre la mémoire. Non. Le candidat à l'initiation, c'est tout simplement l'être qui veut évoluer, qui veut avancer, qui veut grandir réellement, qui veut devenir conscient de son véritable moi. Et boire ce breuvage de l'oubli, eh ben, c'est exactement ce dont on parle, c'est vider cette mémoire cachée. Lorsqu'il fait cela, lorsque le processus de vidage, d'éradication de cette mémoire est effectué, eh bien, le candidat accède à un deuxième breuvage. Alors, citation, le second breuvage présenté à l'initié est le breuvage de la mémoire. Par son intermédiaire, il acquiert la faculté de retenir la connaissance des vérités supérieures toujours présentes dans son âme. La mémoire ordinaire serait incapable de remplir cette tâche. Donc ce deuxième breuvage, c'est la phase 2 du processus. Et donc, il y a, au fur et à mesure que la mémoire inférieure se vide, ou n'est plus, ou est plutôt, en fait, il s'agit plutôt d'une désactivation, eh bien, elle est automatiquement remplacée par une autre mémoire, qui est une mémoire réelle, c'est-à-dire la mémoire des vérités supérieures qui se développent dans son âme. Donc on ne perd rien lorsqu'on perd cette mémoire, on gagne une deuxième mémoire. La petite phrase de fin, la mémoire ordinaire serait incapable de remplir cette tâche. Là, on retrouve on peut faire un parallèle avec les propos de Bernard de Montréal
qui parle, et a raison, à mon sens, du fait que l'homme pourrait devenir fou s'il accédait directement à l'intelligence, c'est-à-dire au savoir. Il faut que, c'est-à-dire qu'une mémoire ordinaire, elle serait, comment dire, gonflée par l'apport électrique, hein, de plus haut voltage dans l'individu, et les contenus mémoriels qui sont subjectifs et qui sont propres à l'individu, et donc entachés d'erreurs parce que notre ego est coupé du savoir, il est coupé de sa source. Et donc tout ce que nous savons, tout ce que nous croyons savoir est, est plus que coloré, est coloré et entaché d'erreurs et d'approximations. Et c'est tout à fait logique. Donc ça, au niveau de la pensée, mais au niveau des sentiments, si la mémoire des sentiments n'est pas vidée, si par exemple quand cette force électrique de la haute intelligence descend dans l'homme, s'il y a par exemple de la culpabilité qui n'a pas été nettoyée, hein, c'est une mémoire, la culpabilité, eh bien cette culpabilité va se gonfler, va grossir, va prendre toute la place. Et là, c'est là que les risques de troubles psychologiques, voire psychiatriques, qu'on connaît, peuvent se révéler. Dans mon sens, la problématique de la psychiatrie, le, donc le fait que l'homme soit capable de devenir fou, comme on dit, pour utiliser un terme qui n'est plus à la mode, n'est-ce pas? On le remplace par des termes plus scientifiques, plus médicaux, on va préciser les choses, mais globalement, nous voyons bien de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit d'une trop grande intensité dans l'être, alors que l'être n'est pas prêt pour recevoir cette intensité. On peut résumer ça comme ça. Et un des éléments clés, c'est la mémoire. Et parce que dans la mémoire, il y a l'identification à un certain contenu. Je suis identifié à ma mémoire, je suis identifié aux événements qui se sont passés dans ma vie, je suis identifié à ce que j'ai dans la tête, j'ai dans mes croyances, ce que je prends pour mes savoirs et mes connaissances. Et si je suis identifié à cela, eh bien, je ne peux pas avoir accès à une vérité créative, c'est-à-dire libre de tout contenu préexistant. Certains, et d'ailleurs Bernard de Montréal, parlent de pensée pré-personnelle, c'est-à-dire qu'une pensée qui est avant l'accaparation de la pensée par la personnalité. Donc une pensée claire, une pensée pure, on pourrait dire intuition, mais vraiment au sens réel du terme, parce le terme d'intuition serait approfondir aussi, parce qu'on peut prendre facilement pour une intuition en fait un contenu mémoriel et des projections de notre part. Donc voilà, si en petite conclusion par rapport au point de vue de Steiner, ben, il rejoint tout à fait la vision de Bernard de Montréal. Il y a deux mémoires et il y en a une qui doit se dissoudre. Alors il y a un autre grand personnage que j'affectionne tout particulièrement, qui est Sri Aurobindo. Je ne vais pas faire la présentation de ces personnages. Ils sont assez connus, je pense, soit par vous, vous en avez entendu parler. Sinon, vous trouverez très facilement des informations sur qui ils sont et l'importance qu'ils ont pour l'humanité, jusqu'à notre humanité actuelle, bien sûr. Alors, Aurobindo. Donc, c'est un petit voyage dans le temps, hein, dans le passé. Donc, en termes de vocabulaire, on a un vocabulaire qui est aussi imprégné du sanskrit. Et voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais expliciter l'autre vocabulaire. Citation de Sri Aurobindo. Alors, par la cessation du processus appelé mémoire. Donc, il y a bien une cessation possible du processus qu'on appelle la mémoire, bien sûr celle dont on parle. Prajna, dans l'éther, ou le cœur, devient une conscience unifiée
ou, comme on dit, densifier, retirer en elle-même. Alors c'est un vocabulaire un peu plus châtié, quoi, mais il y a aussi prajna dans l'éther à expliquer. Prajna dans l'éther, c'est l'état où la conscience est libérée des constructions, des souvenirs du mental de surface et se rassemble dans le sanctuaire du cœur pour retrouver sa puissance de connaissance directe et souveraine. En fait, c'est la même chose de cette énergie de d'intelligence qui, là, Aurobindo la situe dans le sanctuaire du cœur. Donc, si vous vous êtes intéressé à mes propres enseignements, si je peux dire, eh bien, on parle là, on parle du centre du cœur, et cet équilibre nouveau, cette énergie va toucher le sanctuaire du cœur et libère et en même temps s'accroît au fur et à mesure que le processus se déroule, le processus de dissolution de la mémoire dont nous avons parlé. Alors, une autre citation, le rejet des mouvements de la nature inférieure, le rejet des idées, opinions, préférences, habitudes et constructions de nature mentale afin que la connaissance véritable puisse trouver le champ libre dans un esprit silencieux. Ça, c'est très intéressant parce que là, on s'approche de comment faire. Et c'est quand même très important parce que c'est bien de pouvoir comprendre qu'il s'agit de dissoudre une mémoire, mais comment est-ce qu'on fait? Là, avez une clé. C'est le rejet des mouvements de la nature inférieure. Donc le rejet des idées. Ça va loin, le rejet des idées. C'est-à-dire, c'est-à-dire que il y a une idée qui vient, eh bien, c'est pas je la prends parce que j'y suis identifié. J'ai une idée, c'est la mienne. C'est pas parce qu'elle est dans ma tête qu'elle est mienne et qu'elle est vraie. Là, on rejoint par exemple ce que disait Bernard de Montréal, l'homme pense qu'il pense, la pensée vient d'ailleurs, hein. Donc il y a une forme de rejet des idées. Par rejet, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'idées, bien sûr, hein, parce qu'on parle justement d'un accès à une véritable connaissance. Mais il s'agit d'opposer, de rejeter, de, comme de mettre en doute, de regarder l'idée avant de se laisser, on pourrait dire, chevaucher, hein, par l'idée. Après les idées, il parle des opinions. Ah ben là, c'est encore pire, n'est-ce pas? Puisque avoir une opinion sur la base mémorielle, sur la base des acquis de notre personnalité, en termes de savoir réel, ben ça vaut rien. C'est une opinion, moi je pense que si, l'autre va penser que ça, certains vont être d'accord, pas d'accord, il peut y avoir de multiples opinions sur un sujet donné. Or, sur un sujet donné, il n'y a qu'une réalité, il n'y a qu'une vérité, pourrait-on dire. Elle est créative, elle n'est pas limitée à une expression, mais l'opinion ne n'a pas de n'a pas de valeur réelle, parce qu'elle est fondée justement sur cette mémoire inférieure. Il continue, les préférences. J'aime ceci, je n'aime pas cela. Et donc, si par exemple ce qu'on me dit, ça me plaît pas, ou je préférerais qu'on me le dise autrement, ben on s'en sort plus. C'est-à-dire si je me base sur mes préférences, ben je ne vais pas avancer. Si j'écoute un post, par exemple, ben comme celui-là, et j'ai une préférence de, comment dire, on pourrait aller plus loin. Si j'ai ouais, quand on écoute un post comme celui-là, c'est par exemple on a une opinion préfabriquée, on est déjà sûr d'avoir une certaine réponse à une opinion, ben on ne va pas entendre ce qui est dit. Et si j'ai une préférence,
pour que ce soit dit plutôt de telle manière plutôt qu'une autre. Ou alors, ça va être, je préfère tel mot. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure que ce sont des maîtres, hein, ces personnes dont je cite les références. Eh bien, certains pourraient dire: «Bah, moi, j'aime pas ce terme parce qu'il fait penser à gourou et je veux pas avoir de maître, je veux être un libre penseur, donc j'ai une préférence pour ça et donc je vais pas écouter», tout simplement. Parce que, l'auteur a dit le mot maître et là, ça la communication devient difficile. Bon, on peut continuer comme ça, hein, les habitudes, c'est évident, et les constructions de nature mentale, hein, donc on peut parler des a priori, et là c'est évident, afin que la connaissance véritable puisse trouver le champ libre dans un esprit silencieux. L'esprit doit être silencieux, page blanche. S'il est encombré par des éléments émotionnels ou d'autres pensées, celles-ci viennent de notre champ mémoriel, et donc il n'y a pas de champ libre pour une connaissance véritable. Donc là, nous avons déjà une première clé. C'est de, en fait, c'est d'avoir plus de conscience pour voir ce qui arrive de l'extérieur, pourrait-on dire, mais là c'est subtil puisqu'il s'agit de nos pensées, de nos, de nos impulsions qui viennent soit du corps, impulsions mémorielles, qui viennent par les sens, et comment acquérir cette présence d'esprit, eh ben, c'est un processus, c'est une forme d'entraînement mental d'abord, mais c'est aussi un art, hein, c'est l'art solaire dont je vous parle la plupart du temps. Donc là, vous voyez qu'il y a un rejet, il y a une opposition, comme une forme de doute. Nos trois auteurs en parlent aussi. Bernard Neumann insiste beaucoup, parle même parfois de colère par rapport à ses contenus. Bon, c'est un autre sujet. Une autre citation de Sri Aurobindo qui est plus précise par rapport au comment faire. Une autre méthode, plus radicale et plus rapide, consiste à écarter délibérément toutes les pensées au fur et à mesure qu'elles commencent à tourner dans la tête. Les raisonnements, les associations, les souvenirs sont ainsi écartés peu à peu et graduellement le mental s'apaise et vous atteignez la quiétude. Donc nous avons vu une première méthode qui est euh, le, 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 le rejet, hein, le non. Et là, la méthode consiste à écarter toutes les pensées au fur et à mesure qu'elles commencent à tourner dans la tête. C'est-à-dire que les pensées qui nous viennent nous mettent en mouvement. On ne peut pas euh, tout couper, c'est plus possible, hein. On ne vit plus et on ne sait plus à quoi s'accrocher, on ne sait plus comment agir. Donc là, c'est écarter délibérément toutes les pensées au fur et à mesure qu'elles commencent à tourner dans la tête. C'est-à-dire que lorsque vous remarquez qu'il y a une récurrence qui commence à s'installer avec la pensée, ben, c'est ce qu'on appelle la gamberge. Quand vous voyez que vous commencez à gamberger, là, stop. La gamberge, il faut l'écarter délibérément. Faut la rejeter, faut arrêter tout de suite. Parce que il y a une pensée, voilà, dans cette méthode, elle est simple, plus simple en tout cas à appliquer. Voilà, quand je commence à être encombré mentalement, donc on a dit ça peut être des souvenirs, ça peut être une opinion, ça peut être quelque chose qui nous tourne en rond dans la tête, c'est-à-dire qu'elle commence à s'infuser en nous et on court le risque qu'elle s'intègre dans notre plus grande profondeur, c'est-à-dire qu'elle devienne éthérique. Je m'explique. On peut prendre vous savez, si on prend l'image de certaines maladies, on pense maintenant, en tout cas certains pensent, comme moi, que certaines maladies sont d'abord psychiques
hein. Il peut y avoir un élément traumatique, il peut y avoir un choc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau psychique. Ça se traduit, donc c'est dans le corps mental, hein, ça se traduit ensuite dans le corps émotionnel, le corps astral, par voilà, des formes d'émotion, des formes de mal-être, par exemple. Et si ça continue, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de stop qui se fait, pas d'arrêt, ça continue avec, comment dire, le fait que ça tourne en rond au niveau émotionnel, c'est de ça dont on parle, hein, eh bien, ça rentre dans un élément plus dense, l'éthérique, qui sont dans nos forces vitales. Lorsque ces éléments rentrent dans nos forces vitales, et si elles s'inscrivent dedans, et si ça perdure, et si on n'arrive pas à stopper ça, ça devient de plus en plus difficile de stopper au fur et à mesure que ça descend dans la matière, n'est-ce pas? Après le niveau éthérique, c'est le niveau physique. Et c'est là qu'il peut y avoir un trouble euh, physique dû à une cause psychique, psychologique. Hein, c'est l'aspect psychosomatique, par exemple, on a une belle illustration. Donc, c'est important de comprendre que lorsque j'ai une pensée qui commence à tourner dans ma tête, lorsque j'ai une rancœur envers quelqu'un, où il y a un événement, ça me taraude, ça me tourne en rond, ça me trouble, il faut délibérément, il faut chasser ça. Il faut arriver à l'écarter. On ne nous a pas appris à faire ça. Et de toute façon, on nous apprend déjà, voilà, apprendre à penser, apprendre à être, voilà, c'est pas dans le programme scolaire. C'est important pourtant de comprendre ça, parce qu'on est très souvent dans l'illusion que plus on pense à un problème, plus il tourne en rond, plus on va se donner la chance de trouver la solution. On est un peu dans un mouvement comme ça. Or, c'est faux. Et si on regarde mieux, et je pense qu'on a tous connu ça, ça tourne en rond, c'est-à-dire que voilà, il va falloir que je fasse ceci ou cela. Et puis ça revient, et puis c'est de nouveau, même parfois comme les mêmes phrases qui reviennent dans notre tête. Et on les répète, on est en boucle. Et on tourne en rond. Et on a beau se répéter les choses, on a beau garder en soi la problématique, eh bien, elle ne se résout pas pour autant. Au contraire, elle s'inscrit de plus en plus profondément sur une forme de cristallisation et on risque fort de s'enfermer, même dans l'erreur, et d'avoir des comportements qu'on pourrait être amené à regretter. Donc c'est déjà, moi je dirais que c'est quelque chose qui est en premier lieu très important à réaliser. Si on veut grandir intérieurement, il faut absolument arrêter la gamberge. Et si on arrive à arrêter la gamberge par rapport à une situation donnée, eh bien, on rentre dans ce calme mental. Kalash Mido, il le dit bien, le mental s'apaise peu à peu et on atteint la quiétude. On atteint une forme de paix, donc une forme d'équilibre. Et dans cet équilibre, dans cette paix, dans cette page blanche à ce moment-là, euh, au niveau de grâce au fait que la mémoire se soit vidée, la mémoire se soit calmée, on arrive à une quiétude qui se trouve justement dans le centre du cœur. Et cette paix permet à ce moment-là d'avoir très souvent l'intuition juste. Là, ça vient. Ah bah oui, je pourrais faire comme si, ce serait mieux si je fais comme cela. Et là, on a vraiment toutes les chances d'être beaucoup plus dans le vrai, et en tout cas beaucoup plus efficace dans, dans nos décisions. Là, c'est une application pour notre vie de tous les jours déjà. On voit comment ça peut être utile. Dans le processus initiatique, dans le processus de croissance intérieure, c'est une condition nécessaire. Il s'agit de vider cette mémoire cachée, cette mémoire dont nous sommes esclaves, cette slave memory. Il s'agit de, voilà, il s'agit de l'écarter, il s'agit d'y faire attention. Et c'est pour ça que on parlait des critiques, des opinions, les jugements,
sont à l'encontre de l'intelligence. C'est pas ce que nous dit la société, n'est-ce pas? Hein? Il faut, voilà, ça ne veut pas dire perdre l'esprit critique, non, parce que il s'agit justement d'accéder à la réalité de la question, à la réalité de la situation, à la réalité tout court, au lieu d'être dans les brumes de nos projections. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Alors on voit bien, c'est un mouvement psychique, c'est un mouvement de notre raison, c'est un mouvement de notre intelligence, hein. Je dois faire attention à ce qui entre en moi, sur le plan mémoriel, globalement. Et on nous dit aussi que ça se passe dans le cœur, mais il faut avoir cet équilibre du cœur, cette paix du cœur. En tout cas, le processus va dans ce sens-là. À ma connaissance, dans ma compréhension des choses, bien, c'est difficile d'y arriver strictement sur le plan psychique. Mais c'est à faire, absolument. C'est-à-dire sur le plan mental, il faut avoir cette vigilance. J'aime bien ce terme de présence d'esprit, pour que notre esprit soit vraiment présent, pour pouvoir voir ce qui nous anime. Anima, l'âme. L'âme, la mémoire. Pour Bernard de Montréal, âme égale mémoire. Ce qui nous anime. C'est très très important de voir à chaque fois ce qui nous anime. Il ne s'agit pas de se retrouver figé et sclérosé. Cette intelligence-là, elle nous permet justement d'être dans le flow, comme on dit ça, hein, c'est-à-dire d'être dans le flux plus intuitionnel, plus, plus juste du mouvement de la vie, on peut dire plus créatif. C'est là que nous avons aussi notre souveraineté. Alors pour l'acquérir, pour s'y aider, pour moi, il y a forcément un accroissement de notre vie intérieure, un renforcement de notre vie intérieure. Et c'est un renforcement énergétique, c'est-à-dire réel, tangible. Et cet accroissement énergétique, bah, c'est tout l'art solaire, hein, que je vous propose. C'est donc une forme d'entraînement qui permet un processus. Et cette dissolution de notre mémoire esclave, eh bien, fait partie de ce processus. Voilà, je voulais tout simplement éclairer cet aspect du développement de l'être humain avec vous, avec ce petit clin d'œil à l'informatique. Et, et voilà, j'espère avoir contribué à une plus grande compréhension de cette notion de d'éradication d'une mémoire inférieure. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo. Vous savez que j'y réponds toujours autant que possible. Et puis, partagez si vous voulez pour permettre une plus grande diffusion de ce type de connaissances. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.